et bienvenue à toutes et tous à ce premier atelier de septembre turquoise. Donc, on avait eu 2 webconférences, une sur les traitements chirurgicaux avec le professeur Uzan, dont le replay va bientôt être mis en ligne, une sur les traitements oncologiques avec le docteur Léhari. Donc, aujourd'hui, nous sommes particulièrement ravis de recevoir le docteur Opomerol, qui est gynécologue et sexologue à Gustave-Roussy, donc qui répond aux femmes et également aux couples qui ont des questions concernant leur intimité. Donc voilà, je vois qu'il y a aussi des hommes qui se sont joints, donc bienvenue à eux également. On est particulièrement contente, Laure et moi-même, de recevoir le docteur Opomerol, car on sait qu'il y a toujours beaucoup de questions sur la sexualité. Le docteur Léhari nous disait lundi lors de la webconférence que ça fait partie du bien-être et de l'épanouissement. Donc, on va vite lui laisser la parole pour qu'elle puisse nous donner des pistes et des explications. Bonjour. Bonjour docteur, donc moi je voulais aussi dire bienvenue à toutes nos auditrices de mon réseau Cancer Gynéco qui sont, je dirais, à l'origine aussi de l'envie de cette rencontre, puisqu'on parle beaucoup de l'impact sur la sexualité dans le cancer du sein, par exemple, les traitements et j'allais dire de l'impact sur la féminité et les attributs de la femme avec les opérations du sein, mais on parle encore assez peu. En fait, il y a assez peu de ressources pour les patientes touchées par des cancers gynécologiques et plus largement, par exemple, les cancers colorectaux. Donc, on a certainement des personnes aussi de mon réseau cancer colorectal. Et on est vraiment très contente de vous recevoir aujourd'hui pour justement parler plus concrètement de cet impact des traitements et puis finalement parfois de la méconnaissance qu'on peut aussi avoir. Donc avec vous, on va pouvoir réapprendre plein de choses si on a oublié ces cours de SVT et surtout être rassuré et donner des pistes aussi pour mieux comprendre, ouvrir le dialogue avec ses soignants. Donc je voulais juste redire que les personnes peuvent poser leurs questions dans l'onglet questions. Et après donc la présentation du docteur Opomerol avec Oriane, on remontera ces questions. Donc n'hésitez pas à partager une expérience, à poser une question. On est là pour vous aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Donc je vous laisse la parole, docteur. Bienvenue. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Pour me représenter rapidement, je suis gynécologue médicale et j'ai une consultation de santé sexuelle à l'Institut Gustave-Roussy depuis maintenant 2 ans, où je reçois les femmes qui ont des problématiques intimes sexuelles ou gynéco, et puis éventuellement leurs partenaires si elles le souhaitent. Alors j'ai pas encore le topo qui apparaît. Je ne sais pas, Oriane, s'il va apparaître. Jade, est-ce que tu peux partager les slides, s'il te plaît? Parfait. Et donc, Laure parlait de souvenir de ses cours de SVT, je rebondis là-dessus, mais même en s'en souvenant, le problème, c'est que les cours de SVT sont souvent pas terribles pour parler de la sexualité. Donc, on va essayer d'aller un petit peu plus loin parce que souvent, on n'est quand même pas très bien informés, pas très bien éduqués sur tout ça. Alors, globalement, il y aura 5 grandes parties dans le topo, quelques chiffres sur la santé sexuelle, pourquoi est-ce qu'il faut en parler, pourquoi il y a vraiment une demande et malheureusement, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas assez. Je ferai un petit point un petit peu plus axé sexo. Et puis derrière, les impacts particuliers que peuvent avoir les cancers gynécologiques et du tube digestif bas, que ce soit sur le mental ou sur le corps. Un petit focus sur les cancers HPV induits qui ont une incidence assez particulière derrière sur l'intimité et la sexualité. Et puis enfin, quelques petites solutions parce qu'il y en a énormément, je pourrais y passer des heures, mais c'est déjà pour vous montrer qu'il existe des solutions. Alors, la santé sexuelle, pourquoi est-ce qu'on devrait en parler ? Déjà, en termes de chiffres sur les cancers, on le sait tous, le cancer du sein est le premier cancer. Globalement, une femme sur 3, c'est un chiffre qui peut faire peur, mais une femme sur 3 se verra diagnostiquer un cancer avant 85 ans. Donc, c'est important de parler de santé sexuelle en oncologie parce que on peut être concerné. Effectivement, le cancer du sein, c'est le premier cancer chez la femme. Viennent ensuite le cancer colorectal et le cancer
poumons. Et puis, un petit peu derrière, viennent les cancers gynéco. Celui du corps de l'utérus ou de l'endomètre, celui de l'ovaire, celui du col, et puis bien plus loin derrière, de la vulve et du vagin, qui sont effectivement plus rares, mais on va voir pourquoi est-ce qu'il est important de parler de santé sexuelle, c'est qu'ils ont un impact quand même hyper particulier sur l'intimité. Donc c'est vraiment central d'aborder ce sujet-là. Alors, la santé sexuelle, quelle est sa définition si on devait en donner une? L'Organisation mondiale de la santé la définit comme un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social associé à la sexualité, avec la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui apportent du plaisir. Parce que malheureusement, on parle trop souvent de santé sexuelle sous l'angle du risque. On parle des infections sexuellement transmissibles, on parle des violences, on parle des grossesses non désirées, etc., etc. Finalement, le plaisir là-dedans, il est où? Et ben, on va essayer de voir un peu aujourd'hui où il est. C'est aussi un droit humain au titre des droits sexuels de parler de santé sexuelle et c'est un vrai soin de support comme la prise en charge de la douleur ou la prise en charge du versant psychologique. C'est un vrai soin de support. Alors, on le sait hein, une dysfonction sexuelle, c'est un facteur de stress surajouté. Avoir des soucis dans son intimité, ça a un vrai impact au quotidien. Les troubles sexuels, dans le contexte oncologique, ils sont très fréquents. Alors, dans les revues de littérature, on trouve jusqu'à 100% de troubles sexuels. C'est un peu caricatural, mais tout ça pour dire que c'est une problématique centrale et qui revient vraiment, vraiment très souvent. Il y a des cancers, des localisations de cancers qui sont en plus un peu plus à risque d'un impact sur l'intimité, qui sont les cancers dits sexuels, qui touchent les organes de la sphère génito-pelvienne, les organes de la féminité comme le sein, ou encore les organes de la vie relationnelle. On se doute bien que quand on a une tumeur sur le visage, sur la gorge ou autre, dans les cancers ORL, il peut y avoir aussi un impact sur l'intimité, sur la relation aux autres. Alors, ce qui est quand même quelque chose qui ressort aussi de nos études, c'est que les hommes, les femmes, les patients attendent que ce soit nous, les professionnels, qui abordions le sujet. Et malheureusement, nous, c'est vrai qu'on ne fait pas assez de notre côté. Les besoins, ils peuvent être très différents en fonction des femmes et des couples, et même au sein d'un couple et chez une même femme, au fur et à mesure des traitements, les besoins, les envies vont évoluer au fur et à mesure du diagnostic, de la prise en charge et puis derrière de la vie qui reprend un peu son cours. Et puis ce qui est central pour les femmes, mais aussi pour nous, les médecins et les soignants, c'est que il y a un vrai impact sur le fait de prendre ces traitements quand les traitements viennent vraiment trop impacter sa qualité de vie et donc la qualité de vie sexuelle aussi. Ça peut entraîner le fait qu'on ne prend pas bien son traitement et donc derrière des risques de rechute, des risques de récidive, des risques pour la santé. Donc c'est un réel enjeu très global. Alors, les particularités des cancers gynécologiques et des cancers du bas tube digestif, c'est que c'est des cancers qui touchent directement l'intimité. Les symptômes déjà qui révèlent la présence de la tumeur peuvent être des symptômes sexuels, c'est-à-dire des saignements pendant les rapports sexuels ou après, ou alors des symptômes gynécologiques avec des pertes qui peuvent être différentes de d'habitude, qui peuvent être malodorantes, avec des douleurs pelviennes quotidiennes. Tout ça, ça impacte directement la sphère gynéco et l'intimité. Et puis derrière tout ça, quand on a détecté cette tumeur, les différents examens médicaux, qu'ils soient radiologiques ou humains, sont quand même très axés sur cette sphère intime. Et enfin, les traitements qui vont avoir lieu avec les séquelles qu'ils peuvent laisser et tous les impacts qui, là encore, vont cibler directement cette intimité. Et puis enfin, on en parlera en fin de topo, le caractère très particulier de ces cancers induits par le virus papillomavirus derrière et leur impact et leurs questions sur l'intimité. Alors, le témoignage d'une femme qui a eu un cancer de l'ovaire et qui dit pendant ma chimiothérapie, à chaque fois que je faisais l'amour, je serrais les dents. Aujourd'hui, le passage à l'acte me fait toujours peur. Bien que je désire mon mari, une fois couché, je fais semblant de dormir. Il n'arrive pas à le comprendre. Pour lui, puisque je suis maintenant guérie, tout aurait dû revenir comme avant. Et donc, cette problématique du comme avant, cette recherche du comme avant, c'est un vrai enjeu chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Cette femme à paillettes qu'on était avant et qu'on veut redevenir, et ben en fait, il va y avoir un deuil à faire sur cette envie-là, sur cet objectif-là, parce qu'on n'est plus comme avant, ni dans la tête, ni dans le corps. Il va y avoir un vrai travail à faire autour de tout ça.
Pourquoi malheureusement est-ce qu'on n'en parle pas assez? Eh bien, parce que il y a du tabou autour de tout ça, que ce soit chez les femmes ou chez les soignants. Et je dirais en plus que dans ces cancers gynéco ou digestifs bas, il y a un triple tabou. Le sexe en soi, c'est tabou dans la société en général. Même si on en parle de plus en plus, c'est un fait, ça reste quelque chose de tabou. Le cancer, c'est pas non plus évident d'en parler. Et en plus, là, on vient sur des organes intimes et des organes sexuels. Donc, on est vraiment sur un triple tabou. Ensuite, il y a des freins un peu propres à chacun, donc propres aux femmes. Quand on a un diagnostic de maladie grave, la réaction première, c'est souvent de vouloir se battre contre ça, peu importe les effets indésirables des traitements, peu importe le prix à payer en termes de qualité de vie, tout ça, ça passe derrière. Et la la priorité, c'est vraiment de guérir. Et puis, on n'est pas forcément non plus toujours à l'aise avec la personne qu'on a en face pour en discuter. Et l'interlocuteur n'est pas toujours adapté, l'environnement non plus. Nous, de notre côté, les soignants, on a aussi nos freins, on a aussi nos préjugés. On peut se dire que quand il y a une maladie très avancée ou après un certain âge, la sexualité, c'est plus vraiment une priorité. Et puis, nous non plus, on n'est pas très bien formés à tout ça. Si on ne fait pas la démarche de se former à la santé sexuelle, à la sexologie, et en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne sait pas gérer. Donc, pour éviter de se mettre en difficulté, on n'aborde pas le sujet. Et puis, enfin, vous avez dû le voir dans les différents endroits où vous avez pu être éventuellement reçu ou traité. Les consultations sont souvent très chargées, on a très peu de temps, on a beaucoup de choses à dire. Et la sexualité, l'intimité, c'est pas quelque chose qu'on aborde comme ça en 2 minutes. Et donc, souvent, on n'a pas le temps. Alors, quelques petites généralités en sexologie qui vont servir de base pour discuter un peu plus tard. Moi, j'aime beaucoup travailler sur les normes. Je trouve que c'est quelque chose qui est central. Je pense qu'il faut questionner les normes parce que on a tous vécu certaines expériences, on a tous été élevés dans certaines conditions, dans certaines sociétés, dans des familles, et on a intégré des normes. Le souci avec les normes, c'est que parfois, ça peut être vraiment un frein et vraiment une perte de spontanéité dans les rapports. Il y a des tas de femmes qui me posent la question de est-ce qu'on peut parler de sexualité normale si on a des rapports sexuels sans pénétration, si ça se résume à des caresses ou ce qu'on appelle des préliminaires. Je pense que oui, tout contact intime est un moment d'intimité et de sexualité. Est-ce que la tendresse, les baisers, les câlins, c'est de la sexualité? Eh bien oui, pourquoi pas, c'est de l'intimité, c'est de la sexualité. Est-ce qu'il faut un certain nombre de rapports par semaine avec son compagnon ou sa compagne pour avoir une sexualité normale? Est-ce qu'il y a une durée normale? Eh bien non. Je pense qu'il faut arrêter avec le normal. Il n'y a pas de sexualité normale, il y a autant de sexualité qu'il y a d'individus ou qu'il y a de couples. Ce qui est important, c'est d'être bien avec cette sexualité, qu'il n'y ait pas de souffrance. D'ailleurs, s'il n'y a pas de sexualité, qu'on n'en a pas envie, qu'il n'y a pas de manque, qu'il n'y a pas de souffrance, eh bien, il n'y a pas de souci, n'allons pas créer des problèmes où il n'y en a pas. On peut aussi être très épanoui par plein d'autres aspects et la sexualité peut ne pas être un des aspects épanouissants de sa vie. Il n'y a aucun souci. Et enfin, j'aimerais redire que vraiment, quand on parle de sexualité, on parle d'envie, on ne parle pas de besoin. Donc, mon compagnon ou ma compagne va me quitter parce que j'ai plus de désir et que lui, il a des besoins. Non. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de dormir, on n'a pas besoin de faire l'amour. On en a envie, certes, mais on n'en a pas besoin. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes à remettre dans le contexte. Donc, la sexualité sans pénétration, c'est OK. Ne pas avoir envie tout le temps, c'est OK. Et c'est là, par contre, normal. Juste de la tendresse, des baisers, des câlins, c'est OK. Pas de sexualité, s'il n'y a pas de souffrance, c'est OK. Tout est OK du moment que ça convient aux femmes et aux couples. Alors, pour poursuivre dans les petites bases de sexologie, je vous ai mis la courbe de la réponse sexuelle schématique qui avait été inventée par deux sexologues il y a un petit moment déjà, mais ça sert de base pour discuter de l'impact que peuvent avoir le cancer, nos traitements et certains événements de vie, d'ailleurs, la ménopause et tout plein de choses, sur un rapport sexuel. Donc, dans un rapport sexuel, il y a du désir, alors qu'il soit spontané initialement ou provoqué quand on vient, quand il y a des contacts un peu intimes ou qu'il y a un contexte, il y a un désir dans tout ça.
La première partie du rapport sexuel, c'est l'excitation. Donc, chez la femme, l'excitation, ça se traduit par la lubrification vulvo-vaginale, par l'allongement du vagin et par plein de petites modifications comme ça. Le corollaire chez l'homme, c'est l'érection. Après cette excitation, on voit une phase de plateau. La phase de plateau, c'est la phase des caresses, de la masturbation, de la pénétration. Et puis derrière, un pic de plaisir, plus ou moins orgasme, mais là encore, c'est pas systématique. Et puis une phase de résolution avec chez la femme la possibilité, vous le voyez, il y a plusieurs petites vagues, d'avoir plusieurs pics de plaisir à la suite. Là où l'homme, il a une période réfractaire qui est plus longue. Pourquoi je vous montre ça? Eh bien parce que quand il y a des événements de vie difficiles, quand il y a un cancer, quand il y a des traitements lourds avec des effets indésirables lourds, on peut avoir une modification de tous les aspects de cette réponse sexuelle. Alors, un grand message, c'est que ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais que ce n'est pas une fatalité, que là, je vais énoncer plein de choses, mais qu'il y a aussi des tas d'hommes, de femmes qui passent à travers de tout ça et qui gardent une sexualité hyper épanouie. Mais c'est bien de savoir que ça peut arriver, parce que comme ça, on peut plus en parler et on peut aller chercher des solutions. Donc très clairement, quand on a un diagnostic de cancer, quand on a des traitements hyper lourds, qu'on est épuisé, qu'on a des effets indésirables, on peut avoir une grosse atteinte du désir. Déjà dans la vie de tous les jours, si on n'a pas passé une bonne journée, qu'on s'est disputé avec quelqu'un, qu'on a mal quelque part, on n'a pas forcément envie, là on comprend bien que ça fait quand même beaucoup d'éléments en plus pour ne pas avoir envie. La phase d'excitation qui correspond donc à la lubrification vaginale peut être aussi impactée. Souvent, on a besoin de stimulation plus intense et plus prolongée pour avoir les mêmes seuils d'excitation et pour atteindre, je ne sais pas si vous voyez ma souris, cette phase de plateau, il nous faut un temps beaucoup plus important. On peut aussi avoir une lubrification qui est moindre avec certains traitements ou en séquelles de certains traitements comme la radiothérapie, la curithérapie. Les tissus peuvent avoir plus de difficultés à bien lubrifier. Et puis derrière, pendant la pénétration, pendant les caresses, quand il y a ces problèmes de lubrification, il peut y avoir de la gêne, il peut y avoir des douleurs. Quand on a peur d'avoir mal, qu'on se contracte ou qu'on a peur que le ou la partenaire voit une partie qu'on n'aime pas trop de son corps, quand il y a plein de choses qui ne vont pas autour, on peut aussi avoir du mal à lâcher prise. Et tout ça, clairement, ça peut entraîner derrière des difficultés à prendre du plaisir avec des pics de plaisir qui peuvent être absents, retardés ou moins intenses qu'avant. Donc tout ça pour dire que voilà, ça peut être impacté de plein de façons différentes, mais là encore, c'est pas non plus une fatalité. Alors, je ne suis pas la pro des PowerPoint, donc ma slide est un peu chargée, je suis désolée. Globalement, j'aime bien dire qu'il y a deux types d'impacts sur l'intimité, les impacts indirects, et là c'est ce que je viens un peu de dire, hein, quand il y a de la fatigue, des douleurs, quand on se sent moins bien dans son corps, quand on a des bouffées de chaleur hyper impactantes ou des douleurs articulaires avec les symptômes de ménopause, tout ça déjà ça met dans un contexte qui ne donne pas très envie. C'est des symptômes très généraux mais qui finalement peuvent retentir quand même sur le désir et sur le plaisir. Et puis, quand on va dans des impacts un petit peu plus directs, il y a des impacts qui peuvent avoir plein de raisons. Donc, j'ai mis ça dans la case multicause, mais quand on ne se sent pas bien dans son corps, quand il y a des cicatrices, quand on a une stomie, c'est-à-dire une poche sur le ventre, ou quand son corps a changé, qu'il y a eu une prise de poids, une perte de poids, tout ça, quand on n'est plus à l'aise dans son corps, c'est compliqué d'aller vers l'autre, de se sentir bien, de lâcher prise, et ça a un vrai impact. On l'a dit, la sécheresse vulvo-vaginale qui peut entraîner de l'inconfort, voire même des douleurs, la baisse de désir, la baisse de plaisir quand les sensations ont changé. Il peut y avoir un vrai impact de nos traitements sur les sens. Quand après la chimiothérapie, on a de la neuropathie et que quand on touche, on n'a plus les mêmes sensations. Quand on a des cicatrices et que les petits nerfs ont été lésés, que quand on touche un sein, un ventre ou une autre partie du corps, on ne ressent plus à l'endroit où il y a la cicatrice. Quand pendant une chimiothérapie, on a des inflammations de la bouche, ça s'appelle des mucides, c'est compliqué d'embrasser l'autre. Enfin, il peut y avoir aussi tout cet impact sur les sens, et les sens, c'est central pendant l'intimité. Et puis enfin, un petit focus sur les effets spécifiques de la radiothérapie et de la curithérapie. Il peut y avoir des complications de ces traitements. Là encore, ce n'est pas systématique. On essaye de faire un maximum de choses pour éviter ces effets-là.
mais c'est quand même quelque chose qui est possible. Les synéchies vaginales, qu'est-ce que c'est? C'est des accolements dans le vagin qui peuvent entraîner des sténoses. Et les sténoses, c'est une diminution du diamètre vaginal. On peut aussi avoir des diminutions de la longueur vaginale quand vraiment ces sténoses deviennent vraiment trop importantes. Et là, ça vient vraiment raccourcir le vagin parce qu'elles ne sont plus, on ne peut plus les dépasser. Il peut y avoir ce qu'on appelle des petites télangiectasies, c'est des vaisseaux qu'on voit par transparence le long de la muqueuse et qui font que, par exemple, s'il y a des rapports sexuels, si on utilise des dilatateurs vaginaux, quand on a un examen gynéco, comme la muqueuse est toute fine et que ces vaisseaux sont vraiment juste en superficie, ça peut entraîner des saignements et là encore faire peur aux femmes. Et puis enfin, il peut y avoir des processus de fibrose quand ces tissus ont été irradiés et qu'ils ont du mal à récupérer, ils peuvent devenir plus fibreux et très différents d'avant. Toutes ces choses-là, derrière, peuvent se compliquer encore d'autres choses, c'est-à-dire de douleurs, éventuellement de saignements. Et puis quand on a eu mal, on a peur d'avoir mal, on se contracte, et donc de contracture du périnée, et donc on a vite fait de partir dans une cascade de problématiques intimes. Il y a aussi un impact sur la vie de tous les jours. Là, je parle beaucoup de sexualité, mais finalement, quand il y a ce stress et cette anxiété quotidienne, à chaque fois qu'on va à l'hôpital, quand on fait des examens de surveillance qui remettent un peu dans ce contexte, qui rappellent qu'il y a eu cette maladie, on nous dit on est en rémission, on est guéri, mais en fait, il y a toujours ces examens, on a perdu cette naïveté. Bah oui, avant, on était invincible et maintenant, on a été malade et on a juste peur de l'être à nouveau. Ça, c'est aussi un contexte particulier auquel il va falloir essayer de s'adapter et puis de dépasser tout ça. On a une place qui peut changer dans la société, au travail. C'est vrai que pendant plusieurs mois, on peut ne pas travailler. Il peut y avoir des pertes d'emploi. Il peut y avoir des pertes financières aussi. C'est des vraies problématiques dans la vie de tous les jours. Il y a certains soins qui ne sont pas pris en charge. Tout ça, c'est beaucoup d'impact. C'est beaucoup d'impact aussi au quotidien. Et puis, on va en reparler tout à l'heure, mais cette ombre du cancer qui va persister à chaque fois qu'on va aller faire un examen ou à chaque fois qu'on aura une petite douleur quelque part, c'est vrai que c'est aussi des choses qu'il ne faut pas négliger. J'enchaîne sur l'impact que ça peut avoir au niveau du couple. Il ne faut pas oublier les partenaires. Ils sont aussi touchés de plein fouet. C'est très difficile de voir la personne qu'on aime malade, avoir peur pour sa vie. Et les partenaires sont vraiment des piliers. Il faut leur donner une place, il faut les impliquer au maximum. Il y a des vrais changements de position dans le couple. On passe de 2 partenaires de vie, 2 partenaires sexuels à un aidé, un aidant. Voilà, c'est une dynamique qui va changer. Et là-dedans, la communication est centrale pour que chacun trouve sa place et vraiment avance ensemble. Parce que vraiment, les couples, ce sont des équipes. Un message important parce qu'on a tendance à dire oui, j'ai peur de me faire quitter avec ce cancer, j'ai peur qu'il me quitte, j'ai peur qu'elle me quitte. La grosse étude Vican 5 qui est sortie en 2015, 5 ans, qui regarde les données 5 ans après le cancer, montre quand même que chez les couples qui sont toujours en couple avec la même personne, il y a une relation stable de ce couple dans 53% des cas, une relation renforcée dans plus de 35% des cas, et effectivement une dégradation dans 11% des cas. Sauf que comment était le couple avant, quelle santé de couple on avait avant ce cancer. C'est sûr que si c'était déjà compliqué dans le couple, un événement de vie difficile va clairement pas aider le couple. Donc la communication est vraiment centrale dans ces couples. Un petit focus sur l'HPV et sur les cancers HPV induits. L'HPV peut avoir 8 localisations différentes, notamment le col de l'utérus, ça on le sait, on en entend beaucoup parler, mais pas que. Il peut aussi y avoir l'anus, l'oropharynx, la vulve, le vagin, la cavité orale, le pénis et encore le larynx. Donc en fait, les femmes sont touchées, on parle beaucoup du cancer du col, mais les hommes aussi peuvent être touchés. Il y a des facteurs prédisposants à cette infection, le fait d'avoir une immunosuppression ou d'être tabagique. Et puis c'est une infection qui s'attrape au moment des rapports sexuels. Le plus souvent, c'est en début de vie intime. 80% de la population va le rencontrer dans les premiers rapports sexuels. Malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. On va le rencontrer. La seule vraie prévention, c'est la vaccination. Même si on met des préservatifs, ils ne sont pas efficaces à 100% parce que les contacts muqueux ne sont pas 100% évités. Donc, il faut se dire qu'on peut, voire on va rencontrer ce virus et que notre seul vrai moyen de le prévenir, c'est de se vacciner et ensuite derrière de faire du dépistage éventuellement de lésions en faisant les frottis chez la femme.
La plupart du temps, heureusement, c'est un virus qui va être éliminé spontanément, hein. Il y a une très bonne clairance, une très bonne élimination de ce virus. Mais c'est vrai que dans ce contexte de cancer induit par ce virus, il y a des vraies questions qui viennent s'ajouter en fait au contexte oncologique. C'est un peu une double peine, hein. On a un cancer et en plus de ça, on se dit mais c'est induit par un virus et puis ce virus, c'est une infection qu'on attrape pendant les rapports sexuels. Mais est-ce qu'on m'a trompé? Est-ce que je suis sale? Est-ce que voilà, il y a tout cet impact-là derrière. Qu'est-ce que je fais avec mon partenaire? Est-ce qu'il faut qu'on change nos pratiques? Est-ce que lui aussi, il a des risques d'attraper ce virus? Alors globalement, les messages importants, c'est il est souvent là depuis très longtemps. Il reste en sommeil parfois, la plupart du temps on l'élimine, mais parfois il reste et puis il revient plusieurs années plus tard. Donc non, il n'y a pas cette question sur la fidélité à poser. Je dis beaucoup aux couples, vous avez déjà tout partagé, donc vraiment ne changez rien, ne remettez pas de préservatif, n'arrêtez pas certaines pratiques et n'arrêtez surtout pas l'intimité. Oui, vous l'êtes déjà refilé, chacun l'a eu, potentiellement que le partenaire ou la partenaire l'a aussi et qu'il l'éliminera. Ne changez rien. Faites-vous dépister, faites les frottis, et en France, c'est de 25 à 65 ans. Allez voir votre gynéco. Malheureusement, pour les autres localisations, pour l'instant, on n'a pas encore de dépistage vraiment ciblé, mais faites vacciner vos enfants, faites-vous vacciner, et notamment en prévention secondaire maintenant, ça se fait de plus en plus, hein, on en parle beaucoup en congrès, de faire vacciner après un événement HPV induit, c'est-à-dire quand il y a eu un cancer dû à l'HPV, faire de la vaccination derrière, parce que le vaccin, il protège contre différents virus, et on se dit qu'il y en a certains qu'on n'a peut-être pas encore rencontrés, donc il peut potentiellement y avoir un gain à se faire vacciner derrière. Alors, comment gérer? C'est le dernier point. Je vois que je suis un peu longue. Je vais essayer d'être un peu plus rapide. Là, je vous ai mis de façon globale comment je vais discuter de tout ça. Il y a des impacts directs et indirects, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, je vais faire un petit focus sur chacun de ces impacts et sur comment on peut travailler derrière. C'est souvent un travail d'équipe, hein. Je ne travaille pas toute seule. Je m'entoure de personnes dans le paramédical, de psychologues, beaucoup de kinés, de sophro. Enfin voilà, c'est vraiment un travail à plusieurs et puis un travail avec les femmes et avec les partenaires. Alors, si on parle déjà de douleur pendant les rapports sexuels, déjà, la première des choses, c'est d'identifier la cause. Peut-être que c'est dû à nos traitements, dû au cancer, mais peut-être que c'est aussi tout à fait autre chose. On a le droit d'avoir d'autres soucis gynéco. Donc, c'est central de se faire examiner. Le message important de ce topo, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez, et pourtant c'est quelque chose qui revient, je ne peux pas dire à 100%, mais très souvent dans les consultations, c'est la présence d'une contracture des muscles du périnée. Je vais vous montrer sur des schémas derrière, mais quand on a eu des douleurs, quand on a peur d'avoir mal, quand on a cette anticipation un petit peu anxieuse, et ben on peut se contracter. Le fait de contracter les muscles à l'entrée du vagin, c'est quelque chose qui est tout à fait involontaire, c'est un mécanisme de défense, hein, mais va venir un petit peu diminuer l'orifice vaginal et donc peut entraîner des douleurs pendant les rapports sexuels. Et donc là, à ce moment-là, le meilleur moyen de prendre en charge cette contracture, c'est d'aller voir un kiné ou une sage-femme et faire de la relaxation du périnée. Là, je vous ai mis sur cette slide un site pour trouver des kinés et sages-femmes formés près de chez vous. Vous mettez l'endroit où vous habitez, ça vous donne les professionnels formés à côté de la maison. Quand il y a eu un cancer gynéco ou du bas tube digestif avec cette irradiation, il peut y avoir, ce que je disais tout à l'heure, des accolements dans le vagin, des rétrécissements dans le vagin. Et donc, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est traiter très tôt. C'est mettre des traitements locaux. Alors, la plupart du temps, il n'y a pas de contre-indication à mettre des hormones et c'est les traitements qui sont les plus efficaces. Éventuellement, utiliser des dilatateurs vaginaux avec l'aide d'un kiné. Moi, je ne fais jamais faire ça seule à mes patientes. Je trouve que c'est bien d'être encadré, d'être aidé. Je montre toujours l'aspect des dilatateurs. Il en existe de plein de sortes différentes. Il y en a des rigides, il y en a des en silicone qui sont
je trouve, plus confortable à utiliser. Il y a plein de diamètres différents. Le plus gros diamètre n'est clairement pas un objectif, hein. Il faut partir du bas, il faut oublier le plus gros. Le plus gros, c'est quelque chose qui a la taille d'un pénis. Et ça, le pénis, à part pendant le rapport sexuel, on n'a pas besoin d'essayer de l'introduire dans la vie de tous les jours. Il faut qu'il y ait un contexte d'excitation. Et quand on est excité, le vagin s'allonge, il se dilate et tout se passe mieux. Donc vraiment, les gros diamètres, on les oublie. Mais tout ça, il faut l'expliquer à nos patientes pour qu'elles aient pas peur quand elles ouvrent la boîte et en voyant cette chose énorme et en ayant hyper peur des douleurs que ça peut entraîner. Donc, ça peut se travailler avec ces dilatateurs. Quand on peut reprendre une activité sexuelle au plus tôt, eh ben, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, hein, plutôt que de médicaliser trop. Et puis, il y a aussi plein de choses qui existent. Il y a les sextoys, etc. Quand il y a une sécheresse muqueuse associée, c'est aussi hyper important de la prendre en charge, mais je vais en parler. Donc, moi, j'explique toujours en consultation à quoi correspond cette contracture. On le voit ici sur les slides, hein. Les muscles du périnée, ici, quand ils viennent se contracter, ils peuvent diminuer le diamètre des orifices et notamment de l'orifice vaginal. C'est une zone qui a été multi-explorée, encore une fois, multi-examinée, et les patientes souvent disent mais ça m'appartient même plus, hein, mon vagin n'est plus le mien. Enfin, voilà, donc il va y avoir tout un travail à refaire sur se réapproprier cette zone, ne plus avoir peur qu'on l'approche avant de pouvoir vraiment avancer ensemble. Et puis, encore une fois, je pense que c'est central d'impliquer les partenaires. Si pendant un moment, il faut éviter les tentatives de pénétration pour enlever déjà cette charge mentale aux femmes, et bien très bien, allons-y. Vous avez des mains, vous avez une bouche, faites plein de choses. Prenez du plaisir, explorez d'autres zones érogènes. Voilà, il y a plein d'autres choses à faire le temps qu'on s'occupe de éventuellement cette contracture ou ces autres séquelles des traitements. Je donne beaucoup de choses à lire. Je trouve que c'est bien, c'est plus facile de se prendre en charge et d'avancer quand on comprend ce qui nous arrive. Donc, tout ce qui est aussi mental est important dans tout ça. La sécheresse muqueuse, quand il y en a, c'est important de la gérer, c'est important de la localiser. Elle est où cette sécheresse? Elle est au niveau de la vulve, elle est au niveau du vagin. Parce que si on a de la sécheresse vulvaire, mais qu'on met des ovules hydratants dans le vagin, il ne va pas se passer grand-chose. Donc c'est important de la localiser pour bien la traiter. On a différents traitements avec du coup différentes galéniques. Ça peut être des ovules, ça peut être des crèmes, ça peut être des gels qui sont adaptés du coup à chaque localisation. Et puis des traitements hormonaux la plupart du temps qui contiennent des oestrogènes parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Et éventuellement, quand il y a des contre-indications ou que les patientes ne le souhaitent pas, on a aussi des traitements non hormonaux à base d'acide hyaluronique et de d'autres molécules. Ça, c'est des choses qui se mettent au quotidien. Au moment des rapports sexuels, je dis toujours utiliser du lubrifiant ou utiliser des huiles. Il faut que ça glisse, il ne faut pas que ça frotte, il ne faut pas que ça fasse mal. Il faut érotiser la chose et pas voir ça comme un médicament. Voilà, il faut le mettre sur le sexe de son partenaire ou que lui, il l'applique sur son sexe. Il faut que ça soit quelque chose d'érotisé et pas vu comme quelque chose de médical. C'est des choses qui peuvent coûter un peu cher. Tout ce qui est hormonal est pris en charge, mais malheureusement, le non hormonal ne l'est pas. Donc, on peut trouver ces produits dans des grandes parapharmacies. On peut trouver ça sur Internet avec ces discounts. Et un petit message, un petit tips, c'est que il peut y avoir une prise en charge par vos mutuelles. Donc, renseignez-vous. Il y a des packs annuels pour la prise en charge du matériel parapharmaceutique. Et puis enfin, je parlais d'huile tout à l'heure, mais quand on a de l'inconfort au quotidien parce que la vulve est sèche et qu'elle a perdu son petit film muqueux, on peut mettre de l'huile le matin sur la vulve, de l'huile de coco, de l'huile de sésame, de l'huile de jojoba. Il y a plein d'huiles très bien tolérées qu'on peut trouver au rayon bio et qui peuvent permettre justement d'éviter ces frottements au quotidien parce que la vulve est agressée sans cesse finalement. Un vrai travail à faire sur l'image. Effectivement, il peut y avoir des changements corporels qui ne reviendront pas comme avant. Il y a des cicatrices, il peut y avoir des amputations. Tout va être dans le fait d'accepter cette nouvelle image. Ça peut être compliqué de se regarder au début. Alors, je dis aux femmes, vous pouvez toucher. Si la partie qui a été traitée, c'est trop compliqué, touchez d'autres parties du corps, mettez de la crème sur les jambes. C'est déjà une première approche de votre corps. Puis quand ça va de mieux en mieux, de toucher cette partie-là aussi. Et puis si on arrive à la toucher, de voir si on arrive à la regarder. Et quand c'est trop compliqué, au moment de l'intimité, on peut garder un petit t-shirt, on peut tamiser les lumières, on peut mettre aussi des limites avec le partenaire. Ça, c'est une zone pour moi qui est inconfortable. S'il te plaît, n'essaye pas de la toucher pour l'instant. C'est pas encore OK pour moi. Voilà, il faut discuter, il faut en parler à son partenaire, il faut mettre les limites. Et comme ça, chacun sait ce qu'il peut, ne peut pas faire. Et ça enlève déjà ce poids de se dire, oulala, ça se trouve, il va voir, ça se trouve, il va essayer de toucher et de ne pas prendre de plaisir à cause de ça.
Ensuite, ce que je disais, mais ça j'en ai déjà parlé finalement, il y a cet impact, ce triple impact de la localisation gynéco, des traitements et des multiples examens. Et il va y avoir vraiment un vrai travail pour faire de ce lieu qui a été hyper médicalisé et de ce lieu de souffrance à nouveau un lieu de jouissance. Et c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps et c'est important que les patientes le sachent aussi. La baisse de désir, un petit mot rapide, je pourrais en parler des heures aussi, c'est quelque chose qui est très souvent multifactoriel, je vous l'ai dit, hein, dans la vie de tous les jours, il suffit d'avoir passé une mauvaise journée pour pas avoir envie. Donc, clairement, il va y avoir plein de petits ingrédients négatifs à essayer de retirer, plein de poids des épaules à retirer et puis remettre du positif dans tout ça. Et puis, chaque expérience sympa va donner envie d'aller plus loin et va donner envie de recommencer. Donc, c'est vraiment repartir dans une dynamique positive, s'adapter aux séquelles et accepter les traitements. On peut avoir encore certains traitements prolongés, même dans les cancers gynéco, il peut y avoir des hormonothérapies, il peut y avoir tout ça. Et ben, plutôt que de diaboliser les traitements, se dire qu'ils nous évitent la récidive, qu'ils baissent les risques de rechute, que c'est des alliés et qu'il va falloir trouver d'autres solutions. Et puis, encore une fois, c'est un travail à faire avec le couple, hein. Les femmes ne sont pas les seules à porter ce fardeau. Donc voilà, il faut communiquer, il faut passer des moments de complicité, maintenir ce lien dans le couple et voilà, faire ses ados, s'embrasser, se réexplorer et consacrer du temps de qualité à l'intimité. Je crois que je suis sur la fin. Il y a cette vraie question de l'après-cancer aussi. C'est important d'en parler parce que on a envie, nous et nos proches ont envie vraiment que ça soit comme avant, hein. On rentre à la maison, là c'est un peu cliché. J'aime beaucoup cette image de bon retour à la vie d'avant, mais en fait non, c'est plus la vie d'avant. On n'est plus la même personne. Il peut vraiment y avoir des peurs et il y a eu des changements dans la tête et dans le corps. Et donc ça, il faut en faire une force. Le corps, il est toujours là, il est solide, il est debout. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut pointer du doigt à nos patientes, quoi. Un mot rapide sur la consultation de santé sexuelle, mais c'est pas vraiment l'enjeu aujourd'hui. Nous, à Gustave Roussy, on a cette consultation-là, qui est une consultation longue. J'ai beaucoup de chance. Ça permet d'aborder les problématiques et éventuellement d'examiner les femmes. Je leur montre leur vulve avec un miroir, je leur montre mon examen, je leur explique mon examen. J'ai beaucoup de matériel avec moi. Je leur explique vraiment leur anatomie. On regarde ensemble. Je leur propose des produits locaux. Il y a un petit moment Sephora dans la consulte. Elles testent les crèmes, elles testent les aspects. Je leur fais des schémas. Je leur explique ce que j'ai vu au moment de l'examen. Et je pense que c'est hyper important pour derrière comprendre ce qui se passe et pour le prendre en charge au mieux, parce que plus on comprend et mieux derrière on s'implique dans les soins. J'utilise plein de livres plus ou moins sérieux, j'utilise Internet, j'utilise des podcasts, j'utilise les réseaux. Il y a des tas de choses pour tous les goûts. Donc vraiment, on peut trouver, il faut remettre du ludique dans la sexualité, il faut s'explorer, il faut prendre du temps. Et voilà, j'étais un peu vite sur la fin, mais c'est pour que ça nous permette de discuter un peu. Quand vous n'avez pas de professionnels formés dans vos établissements, il y a aussi moyen de trouver des professionnels en ville. Donc j'ai mis des liens là pour trouver des sexologues éventuellement près de chez vous. Et je vous remercie. Et on peut discuter maintenant. Merci beaucoup, docteur. C'est vrai qu'on aurait besoin d'une journée entière et de pouvoir passer la journée avec vous, peut-être pour faciliter ces échanges. On va essayer de se faire porte-parole de pas mal de questions dans le fil. La première, en fait, toute simple, c'est par exemple, comment est-ce qu'on fait pour prendre rendez-vous avec quelqu'un comme vous? C'est-à-dire que, est-ce que c'est l'oncologue qui va nous prescrire d'aller vous voir? Est-ce que ça peut être une démarche de la patiente? Et à ce moment-là, quelle est cette démarche? Et également, est-ce que des consultations comme la vôtre à Gustave Roussy existent dans, par exemple, tous les centres Unicancer, dans de très nombreux centres? Comment est-ce qu'on sait s'il y a une consultation? Donc, comment on y accède concrètement? Alors, très concrètement, nous, à Gustave Roussy, alors moi déjà, je peux recevoir que les patientes de Gustave Roussy, c'est le premier message. À Gustave Roussy, globalement, maintenant, ça fait 2 ans que je suis là, tous les professionnels savent que j'existe, donc ils peuvent en parler à leurs patientes. Il y a des affiches et il y a des flyers en salle d'attente pour que les patientes puissent aussi avoir l'info de leur côté. Parce que parfois, nous, quand on n'est pas très à l'aise, on n'en parle pas. Et c'est dommage qu'elles ne puissent pas me consulter alors que j'existe. Donc maintenant, il y a aussi cette pub en salle d'attente pour que tout le monde puisse y avoir accès.
Il y a quand même de plus en plus de centres de lutte où il y a ces consultations, mais malheureusement, non, il n'y en a pas partout. Et c'est sûr que plus on est en périphérie, dans des petits centres avec moins de soins de support et moins de ressources, et moins il y a ces consultations qui existent. Et à ce moment-là, il faut beaucoup travailler aussi avec la ville. Il y a un vrai, enfin voilà, nous aussi, on travaille en équipe et les réseaux avec la ville, c'est important. D'accord. Et du coup, par exemple, sur ces sites qu'on va relayer en parallèle au replay, donc trouver un sexologue ou santé sexuelle, on va pouvoir trouver en ville aussi, par exemple, des professionnels qui peuvent accompagner les personnes en dehors des centres de soins. Mm-hmm. Est-ce que, par exemple, une certaine compétence en oncologie peut être retrouvée dans ces sites-là? Parce que parfois, ce qu'on a comme retour de patients, par exemple, quand ils cherchent un psychologue en ville ou quand ils cherchent quelqu'un en ville, c'est que parfois, il n'y a pas forcément cette compétence-là. Et du coup, je fais aussi un pont avec certaines associations qui proposent des soins de support en ville avec des professionnels dédiés et qui ont des compétences particulières. Là, on a Catherine Adlertal qu'on connaît bien, qui est la présidente d'Étincelle. Donc ça, c'est en région parisienne. On peut la rencontrer voilà, dans ce secteur. Il y a, je pense, aussi la possibilité peut-être en ligne. Mais est-ce que vous pouvez voilà, nous dire un peu comment choisir ou comment s'orienter parce que c'est vrai que c'est compliqué pour les personnes. Bah, c'est une bonne question, mais là, nous aussi, on a encore des progrès à faire. Hein. Les sites que je vous ai mis là, c'est pour trouver un sexologue. C'est pas pour ça qu'il sera plus ou moins, enfin, qui sera. Enfin, chacun sa sensibilité, chacun sa formation. Il n'aura pas forcément cette sensibilité à l'oncologie. Trouver le côté onco et sexo, c'est pas évident. Donc, je pense que là-dessus, aller vers les associations, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Parce que là, le site que je vous ai mis, c'est vraiment de la sexologie de base. Et globalement, il n'y a pas l'aspect onco là-dedans. C'est à la sensibilité de chacun derrière et à sa formation primaire. Mais il n'y aura pas cet aspect-là, je pense. Donc, je pense, le plus judicieux, c'est de passer par les associations qui ont quand même les meilleurs réseaux parce qu'elles se posent vraiment ces questions-là. Merci beaucoup. Et alors, vous avez, docteur Pomerol, parlé du partenaire ou de la partenaire, du coup, comme pilier et avec une dynamique qui change. On a des questions. Comment en parler à son partenaire ou à sa partenaire? Ça, vous l'avez évoqué, dire bah, là, c'est OK, là, c'est pas OK. Enfin, voilà, échanger. Est-ce que ce type de consultations que vous proposez sont ouvertes également aux couples? Et est-ce que vous avez un conseil par rapport à ça? Est-ce qu'il faut est-ce que c'est mieux d'y aller avec son partenaire, avec sa partenaire? Alors oui, donc moi ce que je disais, je reçois les femmes et leurs partenaires si elles souhaitent venir avec. Après, je suis hyper malléable, donc je propose de les recevoir d'emblée à deux, mais si elles préfèrent venir me voir une fois avant, faire le point et venir avec leur partenaire après, c'est OK. Des fois même dans la même consultation, on fait un moment à deux et puis un moment seul. Enfin, vraiment, je suis hyper malléable, donc je m'adapte complètement à ce que souhaitent les femmes. Donc, il n'y a pas de mieux ou moins bien. Si elles se sentent à l'aise et qu'elles ont envie de faire venir leur partenaire, c'est bon pour moi. Si elles ont besoin de ce premier rendez-vous déjà toutes seules, déjà faire un contact avec moi, hein, on ne sait pas comment ça peut se passer, hein, donc déjà voir comment ça se passe. Souvent, elles viennent tâter le terrain, elles me disent jusqu'au dernier moment, je ne savais pas trop si j'allais venir, puis finalement, je suis contente d'être venue. Mais elles ne savent pas à quoi s'attendre, elles ne savent pas à quelle sauce elles vont être mangées. Donc, il faut aussi que ça se passe bien, hein, ça fait peur ces consultations. Hein. Nous, on parle de consultations de santé sexuelle parce que vraiment, ça vient toucher à la santé et que je voulais pas qu'on dise consultation de sexologie parce qu'effectivement, ça peut faire peur ce mot sexologie. On dit tout de suite, oh, j'ai des problèmes dans ma sexualité, alors que le côté santé sexuelle, je trouve, vient un petit peu adoucir tout ça, mais quand même, ça fait peur. C'est une démarche qui est compliquée. Je dis beaucoup aux femmes, bah, bravo d'être venues, c'est pas facile ce que vous faites, c'est quand même hyper intime. Merci. Laure? Oui, alors moi j'ai une question pour revenir assez concrètement à un des problèmes vécus de beaucoup de patientes qui ont des cancers du col. C'est effectivement suite à ces traitements, notamment radiothérapie, curithérapie, bon, déjà un inconfort qui peut être très important. Des patientes qui disent bah, après ce traitement, j'avais quand même du mal à m'asseoir, du mal à marcher. Donc on se doute bien que c'est pas évident d'être tout de suite lancé dans
moments d'intimité quand on est inconfortable comme ça. Mais du coup, certaines disent que elles ne sont pas forcément bien au courant de ces fameuses, comment vous appelez ça, des dilatateurs, voilà, quand les utiliser, est-ce qu'il faut mettre des petits gels, tout ça. Et parfois, quand une sténose est là, ou en tout cas cet inconfort, cette sensation de rétrécissement, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, est-ce que vous pouvez nous redire, peut-être, voilà, pour des patientes qui seraient traitées actuellement ou demain à ces traitements, quel est le moment idéal pour, entre guillemets, s'équiper, s'intéresser à ces questions? Est-ce qu'il faut à la limite avoir peut-être une consultation avant les traitements pour comprendre en fait les enjeux et avoir peut-être le matériel, les bons petits gels qui vont bien, savoir quand est-ce qu'on commence à faire ces petits exercices, on va dire, pour maintenir la cavité vaginale, de façon à éviter ça. Et puis, si c'est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vaste question qui est en train de faire l'objet de la rédaction d'un livret vraiment pour aider les femmes et leur donner de l'info en amont, pendant les traitements, après les traitements et leur donner des solutions hyper pratico-pratiques tout au long de leur prise en charge. Du coup, je fais un petit teaser. Mais je pense que ce qui est central quand on apprend, en fait, ça devrait être de base, se connaître déjà soi, savoir comment on est de façon habituelle, comment est sa vulve, qu'est-ce qui se passe quand on touche l'entrée du vagin, etc. Ça permet de savoir d'où on part. Et ça permet derrière, quand il y a les traitements et qu'il peut y avoir l'apparition de ces effets indésirables, de ces accolements, de ces modifications au niveau de la vulve, de les repérer parce qu'on sait d'où on part. Parce que des fois, il y a des femmes qui disent « mais j'avais jamais vu ma vulve avant, donc je ne sais pas en fait ce qui s'est passé, ce qui a changé ». Donc je pense qu'une des choses hyper importantes, c'est de se connaître. C'est pour ça que moi, toutes mes patientes, on regarde leur vulve avec un miroir, qu'elles aient 20, 30 ou 60 ans, vraiment. Je pense qu'il faut toujours repartir de la base. Donc ça, c'est la première chose. Après, c'est très centre dépendant. Mais nous, en tout cas, à Gustave Roussy, pendant les traitements, il y a des examens réguliers des médecins. Et globalement, à 8 semaines de la fin des traitements, il y a un examen clinique avec une IRM qui regarde si tout est OK et si on va pouvoir reprendre de la pénétration. Jusque-là, globalement, il y a des soins locaux parce qu'il va y avoir derrière les traitements, il peut y avoir des écoulements, il peut y avoir, voilà, donc il peut y avoir des soins pour éviter les infections. Moi, je commence souvent, si je peux voir ces femmes très tôt, à mettre des ovules quand c'est possible pour elles avec des œstrogènes pour tout de suite hydrater cette muqueuse et éviter qu'il y ait ces accolements. Et puis, en fait, cette consulte à 8 semaines, elle permet de dire, OK, vous pouvez reprendre une vie normale, habituelle. À ce moment-là, il va falloir voir ce qui est possible pour la patiente. Est-ce que elle a envie de retenter tout de suite par de la sexualité? Et c'est OK. Si elle n'a pas envie d'utiliser le dilatateur et que ça se passe bien, eh ben, elle peut reprendre une sexualité. Au début, aller voir ce qui se passe quand même avec le doigt, peut-être le faire elle toute seule. Se connaître déjà pour derrière guider son partenaire. Et puis quand ça se passe bien comme ça, essayer de la pénétration avec un pénis quand on est en couple avec un homme, ou alors avec des sextoys éventuellement. Et puis si ça, c'est un peu compliqué, qu'il y a cette appréhension, parce que quand même, c'est pas évident, ou qu'on n'a pas envie de reprendre une sexualité tout de suite, parce que clairement, 8 semaines après les traitements, en fait, c'est juste le lendemain. On n'a pas forcément envie de repartir dans tout ça. C'est quand même une zone hyper médicalisée. Donc la resexualiser, la réérotiser, c'est compliqué. Pour éviter les accolements et pour éviter les séquelles et l'installation de séquelles, on est vraiment plus efficace au début. Donc c'est là qu'il va falloir mettre ses ovules hydratants pour éviter les accolements et utiliser éventuellement les dilatateurs avec, je trouve vraiment que c'est central, l'aide d'un kiné, ne pas se retrouver tout seul au plus tôt avec des séances de dilatation, de relaxation. En plus de ça, le kiné est important pour reprendre en main son périnée. Quand il y a une irradiation, on peut aussi avoir derrière des problèmes de continence. Donc, toute cette problématique-là, je trouve, est hyper intriquée. Et on n'y pense pas assez au début, mais en fait, c'est au début qu'on récupère le mieux. Donc, c'est là qu'il faut vraiment y aller sur les 6 premiers mois, quoi. Merci beaucoup. Alors, docteur Pomerol, je ne sais pas si vous pouvez regarder le chat, mais il y a vraiment des messages forts où ça a retiré un poids. Donc, vraiment l'utilité de cette webconférence et de votre discours qui à la fois lève les tabous
parle direct et de toutes les problématiques, effectivement, d'incontinence, etc. Donc, merci. On a une question de Claire qui nous dit quand il y a une ménopause qui est chimio-induite ou qui est consécutive à un traitement ou même une ménopause dans le fil de la vie, est-ce qu'il y a des choses particulières à faire pour la libido, pour la lubrification, etc. Alors, oui, il y a toujours des choses à faire. Quand il y a des symptômes de ménopause, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, les ovaires ont arrêté de fonctionner. C'est quelque chose qui est très fréquent quand il y a eu une irradiation. Hein, c'est quasi du 100%. Hein. Derrière, peu importe l'âge, on ne récupérera pas la fonction ovarienne. Bien sûr qu'il y a des solutions. Quand c'est des cancers qui ne sont pas hormonodépendants, qui n'expriment pas les récepteurs aux hormones et donc on n'a pas peur de relancer éventuellement en mettant des hormones, et ben on peut mettre des traitements généraux substitutifs, notamment chez les femmes jeunes. Voilà, jusqu'à entre 30 et 40, 45 ans, on peut donner ce traitement hormonal parce qu'il est hyper important. Hein. Avoir des oestrogènes, ça permet la lubrification. Ça peut avoir un impact sur le désir, mais ça a aussi un vrai impact de protection cardiovasculaire et osseuse. Donc ça, c'est quelque chose qui est même médicalement recommandé pour la santé. Et puis après, quand on est plus sur des effets après 40, 45 ans, on va partir plutôt sur des traitements et de la gestion locale des effets indésirables en mettant des ovules ou des crèmes hydratantes avec aussi des oestrogènes quand il n'y a pas de contre-indication. C'est ce qui fonctionne le mieux. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Parfait. On est en plein septembre turquoise et donc septembre turquoise, c'est la sensibilisation au cancer gynécologique en général. Vous avez bien parlé de la question des cancers HPV qui est en fait beaucoup plus large que les cancers du col qui bénéficient d'un dépistage, contrairement aux autres cancers gynéco. Hein, c'est d'ailleurs un des vrais sujets. Donc, on a parlé de la vaccination, des filles et des garçons, éventuellement de la revaccination. Ça, c'est vrai que c'est un sujet, on reviendra vers vous probablement dans quelques mois. Il y a beaucoup de questions de personnes donc de femmes qui sont touchées par des cancers du col, qui sont dans une appréhension importante. Et cette place-là, elle peut être vraiment très intéressante pour nous pour avoir des messages clairs de recommandations. Est-ce que c'est une vaccination ou revaccination de la patiente, de sa partenaire? Donc ça, je pense que c'est vraiment un point important. Et quand on a préparé ces différentes rencontres avec Oriane, on s'est rendu compte qu'il y a, en termes de prévention, de sensibilisation, de symptômes gynéco qui peuvent alerter les femmes, il y a un déficit d'accès aux gynécologues en général, les généralistes, médecins traitants parfois aussi malheureusement. Et en fait, les sages-femmes peuvent jouer un rôle à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que c'est encore assez peu connu et je pense que les unes et les autres, on peut être vecteurs d'informations autour de nous pour finalement détecter plus tôt les cancers gynéco en général et voilà, être suivies peut-être par ces sages-femmes. Elles ne font pas que l'accouchement en fait, ça on ne le sait pas toujours. Oui, bah alors pour le suivi gynécologique, les choses ont été un peu élargies. Effectivement, on n'est pas assez de gynéco pour prendre en charge toutes les femmes, hein, très clairement. Maintenant, les sages-femmes peuvent suivre au même titre qu'un gynécologue les patientes, et donc pas que les grossesses, faire du suivi gynéco, du dépistage gynéco. La seule chose, c'est que à partir du moment où il y a des pathologies un peu particulières, il est demandé de réadresser les patientes vers des médecins parce que c'est pas la même formation, mais tout le suivi gynéco, tout le dépistage, toute la prévention, la vaccination, toutes ces choses-là, la contraception peut être gérée par les sages-femmes. Et donc c'est important parce que du coup ça démultiplie les forces présentes en ville et dans les hôpitaux. Et c'est vrai que quand on dit c'est bon, je vais pas, enfin, il y a 6 mois d'attente pour aller chez le gynéco, allez, tant pis, je prends pas rendez-vous, c'est dommage. Alors qu'il y a des sages-femmes, qu'il y a de la place. Et voilà, la seule chose, c'est de réadresser les femmes quand il y a des problématiques médicales qui nécessitent qu'il y ait un médecin qui gère le dossier, quoi. Merci, Dr Pomerol. Alors, on a une question de Colette, puisque et apparemment, l'accès également aux oncosexologues est difficile, et puis on a un maillage territorial qui est important au travers des associations de l'OR. Est-ce qu'à distance, une consultation avec un oncosexologue peut être efficace?
Pourquoi pas? Pourquoi Il y a des femmes que j'examine pas, par exemple. Moi, par exemple, j'ai cette chance, je trouve que c'est une chance de pouvoir examiner mes patients. Donc, toute la problématique de douleur et ces choses-là, et toute la problématique éducative, je peux y avoir accès en étant gynéco. Quand on n'est pas, gynécologue ou médecin ou sage-femme, on peut pas, ou kiné, voilà, c'est les quatre, je crois, qui peuvent examiner. On ne peut pas examiner les patients. Donc, les infirmiers, les psychosexos, etc., ne peuvent pas examiner les patients. Donc, en fait, c'est que de la discussion, des schémas, bien sûr, hein, mais pourquoi pas faire une consultation d'onco-sexo en virtuel. La seule chose, c'est que effectivement, s'il y a des problématiques physiques, il faudra réadresser vers une personne qui pourra éventuellement examiner. Et c'est ce qui se passe dans plein de cabinets quand on est psychologue ou quand on n'a pas le droit, entre guillemets, ou l'envie d'examiner les patients en sexo. Donc ça peut tout à fait se faire. Une problématique de désir peut tout à fait se discuter au téléphone. Enfin voilà, il y a au téléphone ou en visio. Il y a plein de choses qui peuvent s'aborder comme ça. Et il y a des femmes que j'ai déjà rencontrées et examinées qui ont bougé en France ou autre, que je suis en visio. Enfin, voilà. À distance. Parfait. Laure, est-ce que tu as une question? Eh bien, peut-être dernière question en général. Peut-être vos trucs et astuces pour libérer la parole dans le couple. Peut-être juste pour les quelques petites phrases clés pour oser, en fait. Parce qu'il y a aussi cette coquille, hein, vous l'avez bien dit, tout est multifactoriel. C'est pas si simple d'aborder ces sujets. Et à la limite, presque, il y a beaucoup de couples qui en discutent peu, en fait. On se dit que normalement, la sexualité, ça va avec, et donc il n'y a pas besoin de mettre tellement des mots. Quand on est comme ça, un peu meurtri, est-ce que vous avez des phrases ou des attitudes magiques pour lancer le débat? C'est une bonne question. Moi, j'utilise beaucoup ma consultation pour leur dire d'en parler derrière. Je leur demande, est-ce que votre partenaire sait que vous êtes là? Ah non, 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 surtout pas, pas du tout. On ne parle pas de ça à la maison. Alors, je leur dis, peut-être que vous pourriez au moins poser la chose là en rentrant ce soir. J'ai été à l'hôpital, j'ai rencontré une gynécologue sexologue, et déjà là, le mot, à mon avis, ne va pas rester neutre et va entraîner une discussion derrière. Donc, c'est un peu mon truc pour qu'elles en parlent derrière. Il y a des femmes aussi qui me disent que leur mari est au courant, ou alors il y a des maris en salle d'attente, hein, d'ailleurs, hein, qui viennent, qui les accompagnent jusqu'à la salle d'attente, qui ne rentrent pas dans le cabinet. Après, dans la vie de tous les jours, j'ai pas spécialement comme ça, de phrases d'accroche. Ça va dépendre un peu de la sensibilité de chacun. Quand il y a des choses qui ont été sympas, je leur dis toujours, dites-le. Vous avez trouvé que c'était chouette, dites-le, mais c'est pas évident, hein. Là, c'est outre le contexte du cancer, hein. Parler de sexualité, même dans son couple, en dehors de tout cancer et de tout problème, n'est pas évident. Ça demande vraiment, on est très pudique, hein, sur tout ça. Je trouve que encourager les femmes, mais aussi les hommes, hein, à se connaître, à savoir ce qui leur plaît, à vraiment être au courant de son plaisir, permet aussi de guider l'autre et de plus en discuter. Ça, je sais que j'aime, donc je vais lui dire. Je sais que de cette façon-là, ça marche mieux chez moi que comme ça, donc je vais le guider ou la guider. C'est des manières aussi derrière de pouvoir en parler. Donc voilà, après, j'ai pas de choses toutes faites, et surtout, il y aura pas une méthode qui conviendra à tout le monde, très clairement. C'est un peu chacun ses solutions, pas de grandes techniques. Mais tout comme toutes mes consultations sont toutes différentes et dépendent de chaque femme et de chaque couple que je reçois, quoi. En tout cas, ça vaut le coup de se poser la question et de réfléchir à aborder le sujet avec l'aide éventuellement d'oncosexologues comme vous. Et du coup, il y a eu aussi quelques questions parce que ça arrive évidemment d'être touché par un cancer quand on est célibataire. Bien sûr. Ça tombe particulièrement mal quand on se sent impacté comme ça dans son intimité, sa capacité. Il y a à la fois la capacité de séduction éventuellement, mais il y a surtout la capacité de se dire, est-ce que je vais pouvoir remplir, entre guillemets, cette interaction de plaisir partagé, etc. Là, comment redonner confiance et comment est-ce que vous avez là aussi, est-ce qu'il faut en parler
rapidement. Quand est-ce qu'on en parle? Vaste question. Encore une fois, la première des choses, c'est un travail avec la femme de se réaccepter. Tant que ça ne sera pas fait, mais qu'on soit seul ou en couple, il y aura des difficultés sur l'intimité. Donc déjà, se réaccepter, réapprendre à aimer son corps, mais de plein de façons, hein, refaire du sport, retrouver une vie sociale, retrouver voilà, sa place dans la société, tout ça, c'est plein de choses pour se reconstruire, se sentir bien et aller à nouveau vers les autres, qu'on soit en couple ou célibataire. Ensuite, pour la rencontre, là aussi, ça va dépendre de comment est-ce qu'on rencontre l'autre. Il y a aussi plein de femmes ou hommes qui rencontrent des partenaires dans des associations ou au moment de sport, justement, fait dans le cadre de ces associations. Donc, en fait, le contexte est déjà là. Il n'y a pas cette question et l'autre sait déjà éventuellement qu'il y a eu un cancer, pas forcément où, mais il sait, il se doute. Donc, comment s'est passée la rencontre? Est-ce qu'il sait certaines choses, mais derrière, il y aura quand même d'autres choses à discuter. Oui, tu sais que j'ai eu un cancer, mais par contre, tu sais pas quel traitement j'ai eu, tu sais pas quel séquelles il reste, etc. Donc, ça sera aussi à discuter. Et puis après, il y a rencontrer quelqu'un de complètement nouveau. Et là, je pense que c'est important de dire les choses. Moi, je dis aux femmes, j'ai pas de solution magique non plus. Et je vais pas dire que c'est hyper facile dans la vie de tous les jours faire une rencontre quand déjà on trouve qu'on a 2 kilos de trop ou que son sein droit est plus gros que son sein gauche. On a déjà nos complexes, donc clairement, quand il y a une stomie, quand il y a un sang en moins, quand il y a des choses qui ont changé, bien sûr, il ne faut pas dire mais tout va être facile, s'il vous aime, il va tout accepter. Non, ça va être compliqué. Donc la première des choses, c'est vous, que ce soit OK pour vous, que vous vous acceptiez, que vous connaissiez vos limites pour pouvoir derrière guider l'autre. Et puis après, ça va être dans la relation de confiance. Je pense que là aussi, j'ai pas de solution magique, mais dès qu'on sent que les choses deviennent un peu sérieuses et que ça va aller plus loin, je pense que c'est important de dire les choses tôt parce que je sais pas, je pense que c'est bien, mais là non plus, je n'ai pas de solution universelle. Hein. Ça dépend de chacun. Alors, on va vous poser une dernière question parce que le temps file, mais c'est une question qui est importante parce qu'elle revient de façon récurrente et cette fois, il n'y a que Laurie qui nous l'a posée, mais peut-être qu'il y a d'autres femmes qui se sont posées la question ou qui en ont entendu parler. Que pensez-vous du laser? J'ai fait exprès de le retirer de mon topo. Alors, le laser, donc je pense que vous parlez du laser vaginal et vulvo-vaginal, parce qu'il y a aussi possibilité d'en faire sur la vulve. Donc, c'est un laser qui est utilisé surtout pour la sécheresse des muqueuses, en fait, qui va créer des micro-trous dans les muqueuses, réentraîner de nouveaux vaisseaux, et ces vaisseaux vont permettre à nouveau une lubrification des tissus et des remaniements au niveau du collagène. Alors, écoutez, je pense que ça fait partie des choses qu'on peut proposer. C'est clairement pas un traitement de première intention de la sécheresse. Les traitements de première intention, c'est des traitements locaux, hormonaux ou non hormonaux. En deuxième intention, c'est quelque chose qui peut se discuter. Mais ce qui est particulier dans les cancers gynéco et du bas tube digestif où il y a eu une irradiation, c'est que la plupart du temps, c'est des tissus qui ne vont pas pouvoir récupérer. On peut aller faire ces petits trous. Quand il y a de la fibrose derrière, on n'aura pas du tout le même résultat. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup après qu'il y ait eu une irradiation pelvienne. Les tissus sont abîmés, ils sont cicatriciels et fibrosés et on n'aura pas cette efficacité du laser. Mais j'aimerais dire quand même que même en dehors de tout ça, le laser, c'est un traitement qui est en cours. Il y a des études en cours. On n'a pas encore c'est certain, ça fonctionne. C'est quelque chose qui est encore expérimental et qui nécessite que des grosses études sortent sur des gros échantillons, des études bien menées, pour dire si vraiment c'est quelque chose d'efficace. Donc, c'est pas quelque chose de magique dans tous les cas, même en dehors des contextes gynéco et d'irradiation où on ne va pas aimer le faire. Merci beaucoup. Alors moi, si je retiens quelque chose, c'est que c'est OK. Ça doit être OK avec soi-même, OK avec son partenaire et ne pas oublier qu'il faut qu'il y ait la discussion, du plaisir et du bien-être. Donc, merci infiniment, Dr. Pomeroy, pour cette conférence. Elle sera bien sûr en replay. Et dans le bien-être, avec Laure, nous avions aussi, on s'était dit qu'il y avait comment manger autrement et retrouver du plaisir en mangeant, parce que parfois on a le goût qui est un peu altéré, pas envie de manger, etc. Donc lundi, il y a un atelier
avec une chef pâtissière et une diététicienne en duo qui va être super. Et dans la semaine, on a également une webconférence sur comment retrouver le sommeil, puisque ça fait partie également de l'équilibre. Donc, voilà. Laure, est-ce que tu veux dire un mot de conclusion ? Mais moi, je voudrais déjà vous dire merci parce que j'avais vraiment hâte de cet atelier et je pense que ça a été extrêmement intéressant, précieux avec de nombreuses informations. Et donc, on partagera avec grand plaisir ce replay avec nos différentes communautés de patientes et plus largement. Et je voulais aussi donc vous dire et redire éventuellement aux personnes qui nous écoutent que avec notamment Colette Casimir qui est là, on a lancé avec notre association à ce jour en fait 2 enquêtes. Une enquête sur l'impact du cancer colorectal sur la vie intime et la sexualité. Et à l'occasion de Septembre Turquoise, on a lancé, on va dire, le pendant donc j'ai mis le lien de cette enquête qui s'adresse donc aux femmes touchées par des cancers gynécologiques. L'idée pour nous, c'est justement de rassembler beaucoup d'informations qui vont permettre d'éclairer de façon assez approfondie le ressenti des patientes et puis pouvoir continuer à échanger avec vous, les soignants, pour toujours mieux accompagner les patientes. Voilà. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Merci, bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.